Les murs de la maison semblaient y bouger, comme si une chair vivante frémissait sous le poids des vieux papiers peints. Maman disait que ce n'était que la chaleur qui déformait le papier. Elle trouvait toujours des explications simples aux choses qui faisaient peur. Nous avions quitté l'Oregon, frais et pluvieux, pour la Louisiane, étouffante et humide, lorsque j'avais 12 ans. 35 heures de route ponctuées d'arrêts dans des stations-service et de nuit dans des motels bon marché. L'Oregon me manquait, son ciel gris et doux, notre jardin avec la balançoire que papa avait accrochée à un vieux pneu. Et papa me manquait aussi, resté là-bas, avec cette balançoire. La maison où nous arrivâmes se dressait à la lisière d'une forêt où les arbres semblaient eux aussi lutter pour respirer sous cette chaleur incessante. Les seuls à bouger étaient les moustiques. Nous avons déchargé les cartons du siège arrière de la voiture, nos vies entières empaquetées dans du carton et du ruban adhésif. La maison était étrange, vide, comme une coquille abandonnée par la mer. Pas de meubles, pas de tapis, seulement une vieille cuisinière dans la cuisine et des lits à l'étage. Nous avons défait nos cartons jusqu'à ce que le crépuscule peigne le ciel d'un rose intense et que le soleil disparaisse derrière la cime des arbres. Quand tout fut fini, nous nous sommes assises sur le porche arrière. Maman, ma petite sœur Jamie et moi. Directement sur les planches en bois, les jambes croisées, sans chaise ni coussin. Le ciel changeait, devenait étrange, trop brillant, trop vivant. Soudain, j'ai compris que cet endroit serait désormais notre maison. Un bruissement dans l'herbe haute tout près du mur me fit frissonner. Maman ne sembla pas le remarquer, ou peut-être préféra-t-elle faire semblant. Un homme sortit de l'herbe. Sa chemise était remontée négligemment jusqu'au coude, et sa peau luisait de sueur. Le visage de maman s'éclaira soudain d'un sourire, son expression se détendit, comme si elle retrouvait un vieil ami. L'homme leva la main en guise de salut. « Bill, eh bien, entre donc !» dit maman, se levant avec aisance, une main sur la hanche, comme si elle l'attendait. « Bonsoir, Lila. Je me suis dit que je passerais voir comment vous vous installiez. » Répondit-il, traînant les mots avec un accent du sud marqué, comme si chaque voyelle s'enfonçait dans la moiteur du bayou. Jamie et moi avons échangé un regard. Il y avait quelque chose de familier, presque intime dans sa voix, mais j'étais sûr de ne l'avoir jamais vu auparavant. Bill s'approcha, se pencha, les mains sur les genoux, et nous regarda directement. « Salut, les filles !» dit-il avec un sourire trop large, trop désinvolte. Nous ne répondîmes pas. Il jeta alors un regard par-dessus son épaule vers maman, comme s'il attendait d'elle qu'elle brise la glace. « Quelle surprise !» s'exclama-t-elle avec une fausse admiration secouant la tête. « Elles sont presque aussi jolies que leur mère. »« Bill est l'homme si aimable qui nous a vendu la maison, » expliqua maman d'un ton trop léger, comme si elle tentait de nous convaincre, non seulement nous, mais aussi elle-même. Avait-elle rougi? Ou était-ce mon imagination? Jamie fronça les sourcils et ses taches de rousseur se resserraient sur son nez, comme si elle cherchait à la protéger d'une menace invisible. Maman et Bill discutèrent sur le porche, leurs voix se mêlant au murmure de l'herbe et au son de la nuit. Ils nous envoyèrent au lit dès que l'obscurité enveloppa la forêt tout entière. Désormais, Jamie et moi partagions une chambre aux murs peints en blanc, sans trace d'une vie antérieure, hormis les lits superposés. Ils se dressaient de chaque côté de la pièce, pareils à deux sentinelles, et entre eux, suspendu au mur, un crucifix. Dans notre ancienne maison, nous avions un lit rose avec un toboggan, mais nous avions dû l'abandonner, faute de place dans la voiture. Ces lits-là, étranges et grinçants, semblaient en garder les rêves d'autres enfants. Nous dormions d'un sommeil agité, dans une obscurité où aucune ampoule ne venait dissiper les ombres. Maman n'avait pas trouvé le temps de remplacer les lampes grillées, et la semaine s'étirait comme une éternité. Lorsque le soleil se couchait, il ne restait plus qu'une fenêtre derrière laquelle la rivière s'écoulait lentement. Ces ours en peluche et ces poupées étaient restés en Oregon, et au lieu de leur compagnie de velours, elles dormaient en serrant contre elles une batte de baseball. Papa la lui avait offerte l'année dernière, avant de partir, et Jamie y tenait presque autant qu'au temps où il était encore avec nous. Je ne l'imitais pas. Je restais allongé, le dos tourné vers la porte, recroquevillé sous la couverture, parce que je savais que si je regardais, je verrais quelque chose que je ne voulais pas voir. Les semaines passèrent. Un matin, alors que le lait et les Lucky Charms glissaient sur le menton de Jamie, elle finit par le dire. Sa voix était douce, mais ses mots tombèrent comme une pierre dans un étang. Il était là, encore une fois. Je restais figé, la cuillère en l'air, tandis que maman, fredonnant pour elle-même, continuait de verser son café. J'avais toujours adoré son odeur, bien que son goût ait été une amère déception, lorsque j'avais enfin réussi à la convaincre de me laisser y goûter. Ce jour-là, elle avait ri, pour la première fois depuis longtemps, et ce son avait semblé illuminer la cuisine, comme si la lumière du soleil caressait doucement la table. Mais les mots de Jamie apportèrent autre chose, une obscurité dense et poisseuse, celle qui, chaque nuit, me forçait à tourner le dos au mur. « Quoi ?» demandai-je. Ma voix tremblait,
sans que je comprenne pourquoi. Jamie inclina la tête, laissant sa longue chevelure tomber devant son visage avant de la rejeter rapidement derrière son oreille. J'attendais qu'elle éclate de rire et invente une histoire absurde, comme elle le faisait toujours. Mais elle ne rit pas. Son regard était grave, concentré, bien trop sérieux pour une fillette de 7 ans. Elle me fixait, comme pour dire « Tu sais de quoi je parle, toi aussi tu le ressens ». « L'homme-chien, il nous a regardés toute la nuit, mais je ne l'ai pas laissé entrer », déclara Jamie, serrant les lèvres et plissant le nez jusqu'à ce que ses taches de rousseur forment une ligne sombre. Elle ne me laissa pas le temps de poser la moindre question. Elle tourna simplement les talons et s'enfuit vers l'arrière-cour. Maman, sans même lever les yeux, lui lança « Ne va pas dans la forêt, tu m'entends ?» Je restai figé, regardant la porte encore oscillante. Maman, percevant ma tension, caressa doucement ma joue du bout du pouce. « Je dois aller en ville chercher quelques courses. Pourquoi ne l'accompagnerais-tu pas, ma chérie ?» me proposa-t-elle avec un sourire qui voulait faire croire que tout allait bien. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. L'idée de rester seul dans cette maison me glaçait le sang. Je sautai de ma chaise et courus derrière Jamie avant que la porte ne cesse de bouger. Jamie se tenait à la lisière du jardin, juste là où le vieux grillage rouillé marquait la frontière entre notre maison et la forêt. Elle fixait la masse verte devant elle comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Son corps était immobile, figé comme une racine ancrée dans la terre. Je m'arrêtai à quelques pas d'elle, une peur vive et tranchante me traversa, et ma main se tendit instinctivement. « Jamie !» l'appelai-je, sentant ma voix briser le silence lourd. Elle sursauta brusquement, comme si son corps venait de se rappeler comment bouger. Ses cheveux tombèrent sur son visage, couvrant ses yeux. « Qu'est-ce que tu regardais ?» lui demandai-je, repoussant doucement sa mèche derrière son oreille. Je levai les yeux vers la forêt, cherchant ce qui avait pu capter son attention. Rien, juste des ombres vert foncé et le bourdonnement constant des insectes. « C'était l'homme-chien de Mekena, » dit-elle en haussant les épaules. Son t-shirt des bisounours glissa sur son épaule. Il m'a fait signe de la main, mais je ne lui ai pas répondu. Ses paroles me glacèrent jusqu'aux os, déposant un poids froid dans ma poitrine. Je ne discutais pas. Je pris simplement sa main et la tirai vers la maison, refermant la porte à clé derrière nous. La clé que maman laissait toujours accrochée au crochet à côté de la fenêtre. Jamie protesta, râla, alla même jusqu'à tirer sur mes cheveux pour que je la laisse sortir. Elle voulait faire du vélo sur le chemin de terre rouge, comme les enfants du voisinage. Mais je gardai la porte verrouillée jusqu'au retour de maman. Quand elle revint enfin, la nuit était tombée. Elle portait dans ses bras de grands sacs en papier brun remplis de provisions. Jamie lui courut dessus, criant quelque chose d'inintelligible en agitant les bras, mais s'arrêta net sur le seuil de la cuisine. Derrière maman, dans l'encadrement de la porte, se tenait Bill. Il souriait, ses dents blanches brillant sous la lumière de la lune comme des os fraîchement blanchis. « Salut les filles !» dit-il en posant ses sacs sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Maman, Jamie a dit qu'elle a vu. » commençai-je, mais je m'arrêtai en voyant Jamie derrière lui secouer la tête. Un geste bref, mais suffisant pour me faire taire. « quelque chose, dans la forêt. » Bill éclata de rire, un rire trop fort pour notre petite cuisine. Il tendit la main et ébouriffa les cheveux de Jamie sans ménagement. Elle sursauta, échappant à son geste, et s'approcha de moi, agrippant les passants de mon short, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Maman esquissa un sourire gêné, cherchant à masquer quelque chose derrière cette expression forcée. Bill rit encore, et son rire emplit toute la pièce, lent et profond, comme un tonnerre lointain. Dehors, la nuit semblait respirer. Les hannetons de juin voletèrent dans l'air comme de minuscules météorites, et une étrange sensation grandissait en moi, comme si quelque chose d'important avait déjà commencé, sans que je m'en sois rendu compte. « Ces deux-là ont sûrement vu un animal ou un chasseur, » dit Bill pendant le dîner, écartant d'un geste nonchalant nos craintes. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Lila. » Ce soir-là, il resta tard, dînant avec nous et discutant avec maman sur le porche pendant que Jamie et moi étions envoyés au lit. J'écoutais leurs voix s'effacer peu à peu dans la nuit, se fondre dans le murmure de la forêt et le bourdonnement des insectes nocturnes, jusqu'à ce que la maison soit engloutie par le silence. Je me réveillais en pleine nuit, enveloppé dans une obscurité dense, presque bleuâtre, sentant les draps moites collés à ma peau à cause de la chaleur humide. J'avais soif. Je me tournai vers Jamie. Elle était recroquevillée dans son lit, serrant sa batte de baseball contre elle, ses cheveux blonds emmêlés s'étalant sur l'oreiller comme des fils d'or liquides. Je me redressai et jetai un regard vers la porte. Le couloir était éclairé. Maman laissait toujours la lumière allumée pour moi, sachant que j'avais peur du noir. Bien sûr, je ne l'admettrais jamais. J'avais 12 ans, après tout. Mais cette fois, cette lumière n'était pas un réconfort. C'était une menace, parce que, dans son éclat jaune, il y avait une silhouette,
Un homme, grand, remplissant tout l'encadrement de la porte, immobile, mais ce n'était pas son corps, normal, humain, qui me paralysait. C'était sa tête. Dans la pénombre, elle ressemblait à celle d'un loup. Les oreilles dressées et 2 yeux blancs, sans pupilles, braqués sur moi. Sa respiration était lourde, rapide, et ressemblait trop à celle d'un chien. Les vieilles marches en bois de l'escalier craquèrent. Un seul pas, mais ce son résonna comme dans ces contes que maman me lisait enfant, où le loup rôdait dans l'ombre. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figé. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je finis par m'endormir, bercé par la peur et une sensation d'impuissance absolue. Je rêvais de la forêt. Je courais pieds nus sur la terre humide, fendant les fougères, entendant les pas de quelque chose qui me poursuivait. Mais jamais je ne parlais de ce rêve à qui que ce soit. Le matin suivant, tout semblait normal. Jamie, comme chaque nuit, était assise sur son lit, ses yeux brillants dans l'obscurité comme 2 émeraudes. Mais cette fois, j'étais là aussi, assise à côté d'elle. Toutes les deux, nous fixions la porte, attendant quelque chose. L'été s'étirait, chaud et languissant. Jamie, toujours bruyante et intrépide, les ongles constamment incrustés de terre, s'était vite fait des amis parmi les enfants du quartier. Il courait dans la forêt insouciant face aux avertissements des adultes sur les dangers de la rivière, comme s'il savait qu'il ne leur arriverait rien. Moi, en revanche, je passais mon temps avec Jake, un garçon discret qui habitait de l'autre côté de la rue. Il avait 1 an de plus que moi et adorait dessiner. Sa mère, Amy, l'amena chez nous un mercredi, riant et le tenant fermement par la main. Après ça, elle vint souvent, apportant du thé glacé et des paquets de cigarettes. Elle s'asseyait avec maman sur des chaises pliantes, bavardant et riant jusqu'à ce que les papillons de nuit commencent à tournoyer autour de la lumière du porche. Jake était patient. Nous passions des heures près de la rivière. Lui pêchait et observait les libellules dont les ailes frêles vibraient dans l'air brûlant. Peu à peu, la Louisiane s'infiltra en nous, devenant une partie inévitable de l'été. Les nuits étaient embrumeuses, moites, pleines du chant des grillons et de bruits qui, avec le temps, cessèrent d'effrayer. Tout restait pareil jusqu'au jour où Jamie disparut. La semaine où ma petite sœur se perdit avait commencé comme toutes les autres, sous cette chaleur écrasante. Les jours s'étiraient lentement, épais comme de la mélasse sous le soleil brûlant, tandis que Jamie et ses amis plongèrent dans la rivière pour échapper à la fournaise. Leurs rires résonnèrent dans la forêt, faisant fuir les oiseaux perchés dans les cimes et chassant les papillons des fleurs sauvages qui poussaient au bord du marais. Ce bruit incessant m'irritait. Jamie transportait toujours le chaos avec elle, où qu'elle aille. Jake, en revanche, ne se plaignait jamais. Il se contentait de s'enfoncer plus loin avec moi dans la forêt, là où tout était calme, où nous pouvions observer des animaux qui semblaient fuir le tumulte provoqué par Jamie. C'était un samedi, à la fin du mois de juillet, lorsque Jake et moi sommes tombés sur cet endroit pour la première fois. Nous avions traversé un ruisseau dont l'eau claire glissait lentement sous les cyprès. Un crucifix blanc planté dans un des arbres tranchait avec le vert du paysage, tandis que la mousse espagnole pendait aux branches, comme un voile abandonné. J'ai remarqué que Jake me regardait de temps à autre, comme pour s'assurer que je n'avais pas disparu. Son regard me mettait mal à l'aise, mais je n'ai rien dit. Nous sommes arrivés dans une clairière et Jake s'est arrêté net. Au centre, un vieil arbre. Son tronc, brûlé par le soleil, avait l'écorce craquelée, presque calcinée. À ses pieds, un amas de bouquets fanés, des fleurs roses encore enveloppées dans du plastique de supermarché, commençaient à pourrir dans la boue. Éparpillées au sol, des peluches, un lapin rose à qui il manquait un œil, un agneau au ruban de satin souillé autour du cou. Parmi tout cela, brillaient des bougies. Leurs flammes tremblaient, comme si elles craignaient le frémissement des ombres. Certaines étaient ornées d'images de la Vierge Marie, décolorées et rongées par le temps. Je me suis approché et une odeur m'a frappé, sucrée, putride, comme si la terre elle-même était malade. Une bouteille de Jack Daniels remplie de roses blanches trônait à côté d'une petite statue d'ange, la tête enfouie dans ses mains. Tout était recouvert de photographies. 4 filles, elles étaient en partout. Sur l'une d'elles, une fillette se tenait dans la rivière jusqu'à la taille. Ses cheveux blonds scintillaient sous le soleil, et sa robe fine épousait ses frêles épaules. Sur une autre, une gamine à l'arrière d'un pick-up bleu étreignait un labrador. Il y avait des sourires sur toutes ces images, et pourtant cela ne faisait que rendre l'ensemble plus dérangeant. Tout semblait déplacé, faux. Je ne pouvais détourner le regard, mais quelque chose en moi me hurlait de fuir. « Jake » ai-je murmuré. Ma voix a tremblé comme une branche sous le poids d'une goutte de pluie. Jake est resté silencieux. Ses mains tremblaient alors qu'il essuyait la sueur sur son front. Soudain, il m'a saisi par le poignet et m'a tiré avec force, m'éloignant de la clairière. J'ai essayé de résister, de poser des questions, mais il n'a rien dit. Son visage était fermé, comme celui de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Nous avons traversé les fourrés,
enjambé des troncs tombés, couru jusqu'à l'enceinte rouillée qui séparait notre jardin de la forêt. Jake ne m'a lâché qu'une fois arrivé sur le porche de ma maison. Il s'est retourné brusquement vers moi, les yeux rouges, comme s'il se battait contre des larmes qu'il refusait de laisser couler. Son emprise sur mes épaules était ferme, presque douloureuse. Il me regardait, essayant de parler, mais les mots semblaient pas les coincer dans sa gorge. Finalement, il a seulement expiré, et j'ai senti quelque chose basculer, quelque chose dans notre été, dans notre forêt, dans tout. « Je ne voulais pas te le dire », a-t-il murmuré d'une voix éteinte, comme si les mots pouvaient te briser l'équilibre fragile du monde. Ma mère disait que ça ne ferait qu'effrayer tout le monde. Il s'est interrompu et a détourné le regard, comme si le poids de ce qu'il allait dire était trop lourd pour lui. Son expression s'est assombrie et j'ai senti ce fardeau tomber sur mes épaules. « Cet arbre », a-t-il repris, la voix brisée. « Les filles sur les photos, elles ont toutes disparu l'an dernier. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Elles ne sont jamais rentrées chez elles. Je n'avais pas l'habitude de voir un garçon pleurer. C'était étrange, presque déplacé. J'ai observé une larme rouler sur son menton et sans réfléchir, je l'ai effacée du pouce avant qu'elle ne tombe. Je ne pouvais pas la laisser s'écraser, comme si cela pouvait le briser encore plus. Jake m'a regardé, et bien que son sourire soit faible, tremblant, il avait une douceur étrange. L'une d'elles était ma cousine Abby, a-t-il fini par dire, sa voix vacillante. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo. Il a levé les yeux vers les arbres, et j'ai vu dans son regard s'accumuler les souvenirs. Il avait 13 ans, mais portait un chagrin bien plus grand. Nous sommes restés sur le porche, appuyés l'un contre l'autre, enveloppés dans un silence si dense qu'on aurait presque pu le toucher, tandis que le jour s'effaçait pour laisser place à la nuit. Puis, Jamie est apparu, émergeant de la forêt comme une créature sauvage, les cheveux emmêlés de feuilles et un sourire éclatant d'une oreille à l'autre. Je l'ai serré contre moi, fort, enfouissant mon menton dans ses cheveux et fermant les yeux. « Tu m'écrases », a-t-elle protesté en riant, mais ses bras m'ont enserré avec la même force, comme si elle avait peur que je disparaisse. Plus tard, ce soir-là, Jake nous a appris à attraper des lucioles à main nue. Jamie courait dans le jardin en criant de joie, poursuivant les petites lueurs comme si c'étaient des étoiles filantes, faisant un vœu chaque fois qu'elle en capturait une. Je les observais, et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, c'était ça, le bonheur. « Bientôt, il fera trop froid », m'a murmuré Jake. « Elles resteront immobiles, cachées dans l'herbe, jusqu'à mourir. » Ces paroles ont résonné lourdement, mais il a fini par sourire et ajouter « Mais pour l'instant, elles sont là, et elles sont magnifiques. » Amy est venue chercher Jake en rentrant du travail. Elle avait l'air fatiguée, mais a tout de même demandé où était maman. Son regard cherchait un signe, une preuve que Jamie et moi allions bien. Je lui ai souri et lui ai dit que maman ne tarderait pas à rentrer. J'ai préparé des sandwichs au beurre de cacahuètes pour Jamie et moi, puis je me suis installé devant la télé pour démêler ses cheveux. Étrangement, elle s'est laissée faire, immobile, et m'a permis de lui tresser soigneusement 2 nattes. Jamie s'est endormie contre moi, la tête posée sur mes jambes, le pouce dans la bouche, comme si elle était redevenue une toute petite fille. Quand maman est enfin rentrée, j'ai entendu le vrombissement de son pick-up avant même de la voir. Bill l'a suivi de près, et j'ai tout de suite su ce que cela signifiait. Elle s'est penchée pour m'embrasser sur la joue, mais son rouge à lèvres était mal appliqué, et son souffle avait cette odeur fruitée, étrange, forte. Bill était resté appuyé contre l'encadrement de la porte, arborant ce sourire large, celui qui semblait dire « ce sera toujours comme ça ». Maman a ri, bruyamment, maladroitement, quand son talon a heurté mon verre de jus, le renversant par accident. J'ai soulevé Jamie, l'ai porté jusqu'à son lit et l'ai bordé avec soin, glissant délicatement sa petite batte de baseball sous son bras, comme elle aimait. Je me suis endormi au son de leur rire trop fort, mêlé au bruit blanc de la télévision qui emplissait la maison. Juste avant de sombrer complètement, j'ai cru voir une silhouette passer dans l'embrasure de la porte. Ce n'était ni un chien, ni un animal. C'était un homme. Et je n'ai pas eu peur. Un cri déchirant de maman m'a réveillé. Un cri aigu, perçant. La lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant des rayures sur le sol, et mon cœur s'est immédiatement serré. Quelque chose n'allait pas. « Jamie !» Je me suis tourné vers son lit, mais il était vide. J'ai bondi, à peine le temps d'enfiler mes pantoufles, et j'ai dévalé l'escalier 4 à 4. Mon cœur battait à tout rompre, affolé, comme un oisillon s'élançant pour la première fois hors du nid. Il faisait trop chaud dans la cuisine, l'air saturé de l'odeur des pancakes que maman faisait cuire à la poêle. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Jamie était assise à la table de la cuisine. Je me suis figé, mais pas de soulagement. Ses cheveux, ces 2 tresses parfaites que j'avais soigneusement tissées la veille, avaient disparu. À la place, il ne restait que des mèches inégales, grossièrement coupées, à peine jusqu'aux épaules. Maman s'est brusquement retournée vers moi, si vivement qu'elle a failli faire tomber le morceau de beurre de sa spatule. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et sa voix était tendue, comme une corde prête à céder.
Kenna, c'est toi qui as fait ça. Tu lui as coupé les cheveux. Elle essayait de parler calmement, mais sa voix la trahissait. Elle était à la limite du cri, et maman ne nous criait jamais dessus. J'ai secoué la tête, figée, comme une souris prise au piège. Mes lèvres refusaient de bouger, les mots ne venaient là pas. Maman prit une profonde inspiration, éteignit la cuisinière et s'approcha de Jamie. Elle s'assit en face d'elle et la souleva pour la poser sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit le visage de Jamie entre elles, l'obligeant doucement à relever les yeux. « Mon trésor, je ne suis pas en colère, » dit maman d'une voix plus douce, presque rassurante. « Je veux juste savoir pourquoi tu as fait ça. » Elle passa la main sur les mèches inégales et ébouriffées, comme si elle espérait qu'elles puissent retrouver leur forme d'avant. Puis, elle me regarda. Ses yeux s'embuèrent et elle me fit signe d'approcher. Je le fis, posant mon visage contre son épaule, inspirant ce mélange de détergent et de miel. Son odeur, l'odeur d'un foyer qui, autrefois, semblait intact. « Je sais que ce changement a été difficile pour vous deux, » murmura maman en caressant nos dos à toutes les deux. « Et je sais que je l'ai rendu encore plus compliqué. » Sa voix était douce mais ferme, comme si elle s'adressait autant à elle-même qu'à nous. Nous sommes restés ainsi, enlacés dans cette cuisine baignée par la lumière du matin, essayant de nous accrocher les unes aux autres. Comme si, en nous serrant assez fort, nous pouvions empêcher les fissures de se propager dans nos vies comme une toile d'araignée. Au bout d'un moment, maman se releva et emmena Jamie dans la salle de bain. Elle la fit asseoir sur le rebord de la baignoire et commença à égaliser sa coupe avec de petits ciseaux, lui murmurant des mots apaisants. Mais son regard était vide, comme si elle contemplait quelque chose qu'elle n'arrivait plus à comprendre. En bas, le téléphone se mit à sonner. Maman posa les ciseaux sur le bord du lavabo et se précipita pour répondre, secouant nerveusement les mèches de cheveux qui collaient à ses doigts. Je restais dans l'embrasure de la porte, observant Jamie. Elle leva vers moi de grands yeux sérieux, trop graves pour son petit visage. D'un geste, elle attrapa les passants de mon jean et me tira doucement vers elle. « Ce n'est pas moi, Kenna », murmura-t-elle si bas que je dus tendre l'oreille. Sa voix tremblait, mais ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, de la certitude. « C'est l'homme-chien, il est venu et il a pris mes cheveux. » Elle détourna un instant le regard vers le couloir comme pour s'assurer que maman ne revenait pas encore, puis me fixa à nouveau. « Je ne veux pas dormir dans notre chambre cette nuit, Kenna, d'accord ? J'ai peur. » J'acquiesçais, avalant avec peine. Quelque chose de chaud et d'épais me serrait la gorge, comme si j'allais m'étouffer. « D'accord, » réussis-je à dire. Cette nuit-là, Jamie et moi avons construit une forteresse de couverture dans le salon. Nous avons dit à maman que nous voulions dormir là, et, à notre grande surprise, elle s'est contentée de rire. Son rire sonnait presque comme avant, comme lorsque tout était plus simple. Elle nous a même aidés. Elle a suspendu les plus grandes couvertures entre les chaises, les a fixées avec des coussins et a décoré l'intérieur avec des guirlandes lumineuses, celles qu'elle gardait habituellement pour décembre. Le résultat était magique, comme si nous étions retournés en enfance, comme si nous avions trouvé un refuge enchanté. Pour la première fois depuis des semaines, maman a préparé un vrai dîner. Pas quelque chose réchauffé au micro-ondes, mais un repas qui sentait bon, qui avait le goût du foyer. Nous avons mangé dans la forteresse, éclairée par la lumière vacillante des guirlandes, bleu, rouge, rose. Cette lueur donnait à tout une atmosphère de conte de fées. La forteresse encerclait la télévision. Et maman regardait un vieux film dont elle se souvenait l'avoir vu lorsqu'elle avait l'âge de Jamie. Il me semblait qu'à l'époque, ce film avait duré une éternité. Mais soudain, un coup sec retentit contre la porte, brusque et inattendu. Maman sortit de notre nid de coussins et de jouets pour aller ouvrir. Pour une raison que je ne pouvais expliquer, une pointe d'inquiétude me traversa, comme si maman nous avait laissés sur le rivage tandis qu'elle s'éloignait seule sur une barque, disparaissant dans la brume. Au changement de ton de sa voix, je compris immédiatement que c'était Bill. J'essayais de me concentrer sur le film, mais le son de ses pas montant l'escalier me parut impossible à ignorer. Quelques minutes plus tard, elle revint. Les talons fins de ses chaussures claquèrent sur le sol avant qu'elle ne s'accroupisse près de l'entrée de notre forteresse. Son sourire était éclatant, ses lèvres brillaient d'un rouge intense, et ses yeux scintillaient sous la lumière vacillante des guirlandes de Noël. « Je vais sortir avec Bill, juste pour quelques heures. Vous serez bien toutes les deux ?» demanda-t-elle d'une voix aussi douce qu'une vieille couverture. Elle portait ce parfum qu'elle n'utilisait que pour papa. « Je peux rester, si vous voulez », ajouta-t-elle comme une excuse. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable, comme si elle se rendait à un événement important. Dans la pénombre et sous la lueur tamisée, elle paraissait plus jeune, presque comme la maman dont je me souvenais. Je regardai Jamie, lui donnai un coup de coude, et elle me rendit un sourire qui imitait le mien. « Vas-y, maman, on sera bien », dit Jamie en serrant fort ma main. Maman nous observa une dernière fois, comme pour s'assurer que tout allait réellement bien, puis elle nous envoya un baiser en l'air, un sourire aux lèvres. La porte se referma derrière elle, laissant flotter dans l'air le sillage de son parfum, comme si elle était encore là avec nous. Lorsque nous nous sommes de nouveau installés dans la forteresse, Jamie me donna soudain un coup sur le bras.
Je restai figé de surprise, mais ses lèvres tremblèrent et nous éclatâmes de rire. Son rire était clair et contagieux, et pendant un instant, j'eus l'impression que tout dans le monde était redevenu normal. Nous nous sommes endormis, les jambes emmêlées, comme si cette forteresse était un véritable château capable de nous protéger de tout ce qui pourrait nous atteindre. La respiration de Jamie était calme et apaisante, semblable au doux murmure infini de l'océan. Le matin suivant, je me réveillai seul. Les couvertures en désordre à côté de moi marquaient l'endroit où Jamie avait dormi. Sa présence petite et chaude avait disparu, laissant un vide qui, soudainement, me sembla insupportable. Je m'étirai, sentant le froid matinal filtrer à travers mon pyjama, et me glissai hors de la forteresse. Dans la cuisine, il faisait sombre. J'ouvris le réfrigérateur, et la lumière blanche inonda la pièce, éclairant un verre posé sur la table et une tasse de thé à moitié terminée. Je pris la brique de jus d'orange et bus une grande gorgée directement au goulot, sentant la fraîcheur couler dans ma gorge. À travers la fenêtre, le jour commençait à peine à se lever. La lumière était froide, bleutée, comme de l'eau dans les profondeurs de l'ombre, et l'obscurité n'avait pas encore totalement cédé. Je sortis sur le perron, m'assis sur la marche et étirai mes jambes jusqu'à ce que mes pieds touchent l'herbe humide de rosée. Les arbres chuchotaient dans le vent, leurs branches frissonnant comme si elles se confiaient des secrets. Au loin, quelques oiseaux traversèrent le ciel, dessinant leurs silhouettes sur la pénombre. J'observais les premières lueurs de l'aube colorer les nuages de nuances douces, jaunes et pêches. Je supposais que Jamie était montée avec maman ou qu'elle était retournée dans notre chambre. Mais je me trompais. Un poids étrange me serra la poitrine et je décidai de la chercher, de la réveiller, de l'entraîner avec moi pour lui faire partager cette tranquillité du matin. Je montai les escaliers et ouvris la porte de notre chambre. Les lits étaient défaits, les couvertures éparpillées, et Jamie n'était nulle part. L'air froid du matin entrait par la fenêtre ouverte. Je m'en approchai pour la fermer et remarquai un papillon de nuit caché entre les plis du rideau de dentelle. Ses ailes, aussi fines que du papier, luisaient sous la lumière de l'aube, et l'espace d'un instant, elles me semblèrent aussi fragiles que Jamie elle-même. Je tendis la main et l'insecte s'envola disparaissant dans l'ombre. La salle de bain était vide elle aussi. L'étape suivante était la chambre de maman. Maman était allongée sur le côté, sur le dessus du lit, en sous-vêtements. Ses cheveux tombaient en douces vagues sur son visage, et le maquillage de la veille avait coulé, mais elle restait belle malgré tout. Au sol, des vêtements, des chaussures, son sac, tout était éparpillé là où elle l'avait laissé en rentrant. Je ne l'avais pas entendue entrer, mais il était clair qu'elle était revenue tard. Je touchai son épaule et la secouai doucement. Pas de réaction. J'essayai encore. Elle sursauta, ouvrit les yeux et me regarda d'un air ensommeillé, un peu perdu. Jamie a disparu, dis-je, et mes mots effacèrent instantanément les dernières traces de sommeil sur son visage. Nous avons dévalé l'escalier en courant, dans la cuisine, vide, dans le salon. La forteresse que nous avions construite s'effondra sous nos mouvements précipités. Les coussins et les couvertures furent éparpillés sur le sol, mais il n'y avait personne. Nous sommes sortis dans le jardin. J'ai crié le nom de Jamie, projetant ma voix vers les arbres, là où la forêt commençait à dévorer la lisière de notre terrain. Mais la forêt est restée muette. Le murmure de ses cimes me semblait presque moqueur. Jamie avait disparu. Je n'ai pas pleuré quand la police du village voisin est arrivée rapidement chez nous et que les lumières rouges et bleues de leur voiture ont jeté des éclats sur l'allée. La lune était suspendue dans le ciel, comme un ventre gonflé, lourde et immobile. Je n'ai pas pleuré quand un officier aux mains rugueuses et calleuses s'est assis à côté de moi sur le perron, écoutant le chant des grillons, tout en me posant avec précaution des questions sur ma sœur. Je lui ai dit que c'était l'homme-chien, mais il a seulement soupiré et détourné le regard. Je n'ai pas pleuré non plus le lendemain matin, quand les volontaires se sont entrés dans la forêt, s'enfonçant dans une brume qui tamisait la lumière du soleil comme de la fumée. Ils appelaient son nom, mais leur voix s'estompait, peu à peu, jusqu'à se dissoudre dans la profondeur verte. Je n'ai pas pleuré, même lorsque maman a cessé de se lever du lit. Elle ne se lavait plus, ne mangeait plus, n'appelait pas papa. Parfois, je me couchais à côté d'elle, regardant simplement le plafond, jusqu'à ce que le jour meure, et que le seul bruit dans la chambre soit le vrombissement du vieux ventilateur dans un coin. Je n'ai pas pleuré quand je rêvais de Jamie la nuit. Parfois, je la voyais grimper à des arbres dont les branches semblaient des mains tendues vers le ciel. D'autres fois, je la voyais allongée sous la terre, la bouche remplie de verre, et ses yeux verts clos. J'ai commencé à dormir dans son lit. Son odeur était encore là, douce et entêtante, un mélange de sueur et du shampoing à la fraise qu'elle adorait. Je laissais la fenêtre ouverte, laissant entrer les insectes et les étoiles, espérant entendre sa voix. J'imaginais qu'elle m'appelait de dehors, me disant que tout cela était une erreur, qu'elle avait essayé si fort de retrouver son chemin, que maman serait sans doute en colère, mais
Est-ce qu'elle pouvait rentrer? Mais sa voix ne venait jamais. À la place, lui, il venait. Chaque nuit. L'homme-chien. Je le voyais, debout dans l'obscurité. Ses yeux pâles brillaient comme le reflet de la lune sur l'eau. Je le fixais jusqu'à ce que les larmes brûlent à mes joues, des larmes de rage et de désespoir que je ne laissais jamais personne voir. Personne, sauf lui. Il ne bougeait pas, il était juste là, à me regarder. Je voulais lui demander pourquoi il avait pris Jamie, pourquoi pas moi. Je voulais lui hurler de nous laisser tranquilles, de me la rendre. Mais j'avais toujours trop peur d'ouvrir la bouche. Et au lieu de cela, nous restions là, à nous observer, tandis que son souffle lourd s'enroulait dans l'air comme un écho. Les voisins venaient, apportèrent de la nourriture et des paroles vides de consolation. « Nous prions pour vous, pour toi et pour ta sœur », disait-il avec un sourire triste. « Dieu arrangera tout, elle reviendra bientôt », promettait-il en déposant un baiser sur ma joue. Mais nous savions tous la vérité. Dieu avait depuis longtemps abandonné cette terre marécageuse, ces routes rouges couvertes de poussière. Dieu ne regardait pas ces arbres penchés au-dessus de la rivière comme les mains d'un pasteur bénissant la foule un dimanche matin. Amy venait tous les jours, veillait sur maman, me rapportait à manger, toujours quelque chose de frais. Bill aussi était là quotidiennement. Il fouillait la forêt et les champs avec les autres volontaires, puis frappait à la porte. 3 coups secs, chacun comme une brûlure sur ma peau. Je détestais ce bruit. Ensuite, il montait voir maman, restait un moment avec elle, puis redescendait. Chaque fois, il secouait la tête, laissant derrière lui des traces de boue sur le sol. Chaque fois, il me regardait, esquissait un sourire triste et repartait. Jamie ne revenait pas. Une semaine s'était écoulée. 7 jours interminables dans une maison vide, où chaque bruit résonnait trop fort, comme si les murs avaient pris vie. 7 jours à tenter d'atteindre maman, qui semblait désormais perdue dans un océan infini de tristesse, me laissant seul sur la rive. C'était un dimanche après-midi. Le ciel était teinté d'un rose pâle, et les oiseaux, fatigués par la journée, rentraient chez eux. Amy et Jake venèrent de partir. Amy, comme toujours, essayait d'être forte, et Jake était venu pour la première fois depuis cette nuit où je l'avais vu courir après les lucioles dans notre jardin. Il m'avait immédiatement serré dans ses bras, avec force, sans une once d'hésitation, comme si la maladresse de l'adolescence ne l'avait jamais atteint. Il sentait la fumée de bois, sûrement après avoir aidé son père à allumer le feu. Il n'avait rien dit, et il n'y avait pas besoin de mots. Ma mère dormait à l'étage, après une longue conversation avec Amy. Il m'avait semblé entendre à nouveau ses sanglots étouffés, mais je n'étais pas allé vérifier. Je n'en avais plus la force. Je ne supportais plus de la voir allongée dans son lit comme une morte, jusqu'à ce que la journée s'évanouisse. Je ne supportais plus d'entendre ses pleurs, étouffés derrière la porte close lorsqu'elle pensait que je ne les entendrais pas. J'étais assise sur le sol de la cuisine, adossée au métal froid du réfrigérateur. Je m'étais recroquevillé, les mains derrière la tête, les jambes repliées. J'étais si fatigué que je ne pouvais même plus pleurer, si brisé que je ne trouvais aucun moyen de libérer cette douleur. Jamie me manquait tant qu'à cet instant précis, j'avais l'impression de couler lentement, ici même, entre les casseroles et le papier peint décoloré. L'eau montait, recouvrant les tables et les chaises, laissant des traces salées sur les murs, tandis que les poissons nageaient sous le ventilateur du plafond jusqu'à ce que je touche le fond. Jamie me manquait, avec sa manie de ne manger que les guimauves des Lucky Charms, me laissant les céréales fades. Elle me manquait quand elle m'arrachait la télécommande des mains, quand elle tirait sur mes cheveux et enfonçait ses petites griffes dans ma peau quand elle n'était pas contente. Son chaos me manquait, ce bruit et ce mouvement incessant qu'elle apportait à la maison. Elle était si petite, si drôle, si courageuse, et maintenant je ne pouvais pas m'empêcher de l'imaginer, perdue entre les racines d'un arbre ou emportée par le courant d'un ruisseau. Ou bien qu'il l'avait emmenée. L'homme-chien. Elle me manquait tant que cela faisait mal, comme une rage de dents, une douleur sourde mais constante. Et c'était ma faute. Je l'ai su, là, assise sur le sol de la cuisine. J'aurais dû parler de lui à quelqu'un, j'aurais dû la protéger. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je voulais la retrouver avec une telle ardeur que cela en devenait une douleur physique, une pulsation dans ma tête, dans mon cœur, dans tout mon corps. Quelque chose de dur pressait contre mon dos. Je me suis retourné pour l'écarter. C'était un aimant en forme de grenouille verte. En dessous, une photo de nous deux à la plage, l'été dernier. Le soleil brillait et nos sourires s'effaçaient légèrement sur le papier photo bon marché. Je l'ai regardée, nous regarder, petite, heureuse, et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai arraché la photo, l'ai serrée dans ma main et suis sorti en courant dehors. Je ne me souviens même pas si j'avais mis mes chaussures. La clôture qui séparait notre jardin de la forêt est restée derrière moi alors que je l'enjambais. Mes pieds, nus, s'enfonçaient dans la terre froide et humide, glissant sur l'herbe et les feuilles.
L'air du soir était dense et moite, m'enveloppant comme une couverture tiède, tandis que je courais droit devant. Le ciel changeait, le rose se fondait dans le lavande, puis dans le gris, et bientôt la nuit tombait, comme si le soleil, épuisé par la journée, se retirait pour se reposer. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai atteint une clairière, à bout de souffle, la tête me tournait, comme si l'air autour de moi s'était alourdi. Au centre, un arbre, orné de photos et de fleurs fanées. Je l'ai regardé, sentant une chaleur étrange mêlée à la fraîcheur de la nuit. Quelqu'un avait allumé des bougies ici. Ce n'était pas la première fois que je me posais la question. Mes jambes ont cédé et je suis tombé dans la boue, griffant la terre avec mes mains jusqu'à ce qu'elle s'infiltre sous mes ongles. J'ai crié, comme un animal sauvage, un son si féroce que j'avais l'impression que mes côtes allaient exploser sous la pression. Les bougies continuèrent de brûler, leurs flammes immobiles me fixaient, témoin silencieux de ma folie. J'ai sorti la photo de ma poche, celle où nous étions à la plage par un jour d'été paisible. Elle était encore là, à ce moment-là. J'ai plié la photo en deux, ne laissant visible que son sourire. Un sourire qui n'existerait plus jamais, mais que je contemplais comme si je pouvais m'y accrocher. Avec précaution, j'ai déposé la photo au pied de la statue de la Vierge Marie. Elle était une mère. Peut-être comprendrait-elle, peut-être veillerait-elle sur Jamie là où moi j'avais échoué. Je suis retombé dans la boue, recroquevillé contre le tronc de l'arbre. Je pleurais si fort que les sanglots secouaient mon corps, jusque dans ses profondeurs. La lueur des bougies m'enveloppait de sa lumière douce, me réchauffant dans la fraîcheur de la nuit, jusqu'à ce que je sombre dans un sommeil profond. Je me suis réveillé à cause du froid. La lune, tel un œil solitaire, m'observait du haut du ciel. Les étoiles tombaient comme des fragments de quelque chose d'oublié, de perdu. J'ai essayé de me lever, mais une sensation étrange m'a traversé. Je n'étais pas seul. Il était là, à la lisière de la clairière, l'homme-chien. Il inclina la tête sur le côté et me regarda, comme s'il attendait quelque chose. Quand nos regards se croisèrent, il pencha la tête de l'autre côté, m'observant avec la curiosité d'un animal découvrant une chose inconnue. Je me redressai, sentant les fleurs et la boue s'accrocher à mes doigts. Pendant un instant, la peur disparut. Je le fixai, droit dans les yeux, blanc, aveugle, mais pourtant si vivant. Il fit un pas en avant et un instinct ancien, viscéral, me hurla « Fuis !» Mais je restai. À la lueur vacillante des bougies, je le vis enfin. Plus chien qu'homme, mais pas tout à fait l'un ni l'autre. Ses jambes, pliées comme celles d'un loup, semblaient faites pour la course, et pourtant il marchait comme un homme. De la taille jusqu'aux pieds, son corps était couvert d'une fourrure épaisse et sombre, luisante comme si la pluie l'avait trempé. Mais son torse était humain, nu, parcouru de cicatrices et marqué de symboles sombres, mouvants, presque vivants sous sa peau. Ses mains ressemblaient à celles d'un homme, mais ses doigts s'achevaient en griffes longues et sales, et sa tête, une essence purement canine. Un berger allemand, un loup, quelque chose de sauvage et prédateur. Ses yeux blancs ne sciaient pas. Puis il sourit. J'ai voulu être courageuse, comme Jamie, mais j'ai reculé, incapable de supporter la vision de tant de dents étincelantes sous cette expression bestiale. Il pencha la tête à nouveau, comme s'il comprenait ma peur et qu'il la regrettait. Puis il s'assit. Lentement, prudemment, il se laissa tomber au sol et croisa les jambes, imitant la posture d'un humain. Ses mains reposèrent sur ses genoux et son regard s'adoucit. Ce n'était plus celui d'un prédateur, c'était celui d'un être qui savait. Tremblante, épuisée, je fis de même. Je m'assis en tailleur face à lui, évitant de regarder ses griffes. Un silence s'installa entre nous, et dans cette quiétude, sous la lueur vacillante des bougies, je compris soudain qu'il n'était pas venu me faire du mal. Lorsqu'il se leva, ses gestes étaient souples, presque lents, comme s'il craignait de m'effrayer. Il tendit une main. Je ne savais pas pourquoi, mais je la pris. Sa peau m'était rugueuse, calleuse, imprégnée de terre sèche. Nous avons marché ensemble, à travers les arbres, vers l'obscurité. Nous avancions dans la forêt comme dans un rêve brumeux. Au-dessus de nous, une brume d'étoiles tamisait leur éclat, comme si même le ciel chuchotait. L'homme-chien marchait d'un pas assuré, sans jamais se retourner, sa main immense serrant la mienne, chaude, forte, ne me laissant pas ralentir. Nous avons continué jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent sur une vieille maison. Elle était morte, cela se voyait de loin. La peinture bleue s'écaillait en lambeaux sur la façade. Une clôture de fils de fer rouillés ceinturait la propriété, comme pour empêcher ce lieu d'en contaminer un autre. Le perron, pourri par le temps, était jonché d'échardes et de taches sombres, et un fauteuil à bascule brisé grinçait dans le vent, soupirant ses lamentations. L'arrière-cour était stérile. L'herbe desséchée semblait consumée par le feu. Aucune pluie ne l'avait touchée depuis des années. 4 petits arbustes étaient alignés près de la clôture, de jeunes arbres trop frêles pour cet endroit. Le premier semblait plus robuste, quelques feuilles s'accrochaient encore à la vie. Le dernier, le plus petit,
était assombrie par l'ombre d'un trou creusé dans la terre. Je savais ce que ce trou signifiait, et je savais à qui appartenait cette maison. L'homme-chien tourna la tête vers moi et sourit. Ses yeux blancs luisaient sous la lumière de la lune. Je me suis réveillé dans mon lit. La boue collait encore à mes pieds, et des brins d'herbe et de champignons sauvages s'emmêlèrent dans mes cheveux portés du fond des bois. Tout cela était si réel, si tangible, que mon cœur se serrait à chaque souvenir. Le matin était paisible, chargé du murmure du jour naissant. Assise à la table de la cuisine, mes jambes se balançaient, encore trop courtes pour toucher le sol, sous le poids de ce qui venait de se passer. Le téléphone tremblait dans mes mains, tandis que je composais le numéro. Le soleil se levait, lentement, à la fenêtre, inondant le monde d'une lumière dorée. Le premier appel fut pour mon père. Sa voix, lourde de sommeil, chaude et familière, me fit ressentir, pour la première fois depuis longtemps, que j'étais de retour chez moi. Le deuxième appel fut pour la police. Cette fois-ci, ils ne tardèrent pas à arriver. La Maison Bleue, avec sa peinture écaillée, appartenait à Bill Lafayette. Ils arrivèrent à l'aube, entourant la maison de flashs bleus et rouges qui se reflétaient sur l'herbe morte, telles des braises. Les officiers enfoncèrent la porte, et le bruit se dispersa dans l'air frais du matin, résonnant comme un écho entre les oiseaux. Ils trouvèrent Bill sur le canapé, inconscient. La télévision était encore allumée, diffusant des dessins animés pour enfants à l'écran, comme si le temps s'était arrêté dans cette maison. Jamie était dans la chambre arrière. Les fenêtres étaient clouées avec des planches, et l'air était lourd, vicié. Mais elle était là, vivante. Un officier la porta dans ses bras, son corps tremblait, ses jambes à peine capables de la soutenir, mais elle marchait vers moi et vers maman, qui nous attendait montant la voiture de police. Ses yeux cherchaient Frenchy frénétiquement jusqu'à ce qu'il me trouve. Puis elle courut. Elle m'enlaça avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Je la pris dans mes bras, la pressant contre moi si fort que tout ce qui était brisé en moi commença enfin à guérir. Jamie se plaignait que je la serrais trop fort, qu'elle avait mal. Mais je ne la lâchais pas, et elle non plus. Bill avait ramassé Jamie du sol du salon cette nuit-là, quand nous dormions ensemble. Maman, en haut, était hors d'elle à cause de l'alcool. Ses pas bruyants et maladroits s'étaient finalement tus. Jamie passa une semaine dans une petite chambre, les fenêtres couvertes. Quand la police la retrouva, elle fut interrogée toute la journée jusqu'à ce qu'elle dise assez de choses pour envoyer Bill en prison à vie. Puis ce fut mon tour. Ils me demandèrent comment je savais où elle était. Leurs yeux me transperçaient, lourds, suspicieux. Je leur répondis que j'en avais rêvé. Ils ne posèrent pas d'autres questions. Peut-être ne voulaient-ils pas savoir. Ils emmenèrent Jamie à l'hôpital, à 1 heure de notre ville. Elle fut examinée, cherchant toute trace de dommages, physiques ou invisibles. Maman et moi étions à son chevet, écoutant le goutte-à-goutte du perfuseur et le bip régulier du moniteur. Comme un métronome. Elle nous regardait avec ses grands yeux, sa voix fragile, presque un murmure. « Il ne m'a pas touché, dit-elle, mais il m'a frappé. Encore et encore, il me tirait les cheveux, hurlait. Il disait que tout ce que je faisais était mal, que tout était ma faute. Je ne comprenais pas ce qu'il hurlait, mais nous le savions. Tout le monde le savait. Les 4 arbres dans son jardin arrière n'étaient pas de simples plantes, ils étaient des tombes. Gracie Freeman, Becky Adams, Jenny Hayes, Abigail Holtman, toutes âgées de 7 ans, toutes avec de longs cheveux blonds. Bill préparait le terrain pour la 5e. Papa arriva le jour suivant. Il sortit de la voiture, en titubant, les yeux rouges, les mains tremblantes. Il avait conduit toute la nuit, presque sans s'arrêter, serrant le volant comme s'il pouvait le briser. Quand il nous étreignit, il avait Jamie d'un côté et maman de l'autre, toutes deux en larmes sur ses épaules. Il me regarda par-dessus leur tête, avec ses cheveux noirs comme les miens, et sourit. Ce fut ce sourire que je n'oublierai jamais. Jake me donna un dessin avant de partir. Sur ce dessin, j'étais debout, les pieds dans la rivière, les cheveux tressés dans une tresse serrée. Au verso, à peine visible, il avait écrit son numéro de téléphone et 2 simples mots « Merci ». Amy m'embrassa sur le front et me dit qu'elle allait me manquer. Je lui répondis la même chose. Nous emballâmes tout ce que nous pouvions dans le coffre de la voiture et nous partîmes. 35 heures de route à travers les États, à travers les champs, les marécages, les arbres qui s'élevaient vers le ciel, de retour chez nous, en Oregon. Jamie était assise à côté de moi, son visage encore pâle, mais dans ses yeux brillait une lumière. Nous regardions par la fenêtre arrière, observant comment notre maison devenait de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement. Le chemin de terre rouge serpentait derrière nous, la poussière flottait dans l'air, comme un souvenir qu'on ne pouvait effacer. Nous passions à côté de champs de blé et de vaches qui paissaient lentement sous le soleil brûlant de Louisiane. Les lettres vertes sur un vieux panneau publicitaire annonçant que Dieu nous observe. Mais je savais que Dieu s'était éloigné de cet endroit depuis longtemps. Les marécages et les ombres des arbres passaient rapidement par les fenêtres,
La mousse sur les branches bougeait comme des fantômes. Et puis je le vis. À la lisière du bois, dans l'ombre des arbres, là il était. L'homme-chien. Sa tête était inclinée sur le côté, ses yeux blancs, vides, comme toujours, mais ils observaient attentivement. Jamie le vit aussi. Nous lui fîmes un signe de la main. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui nous poussa à le faire. L'homme-chien sourit.